France, c'est de très loin le chiffre le plus important pour l'abstention. La politique n'est pas tout. Avant de poursuivre cette soirée, le reste de l'actualité avec vous, Françoise. Madame, Monsieur, bonsoir. Immense joie pour le Sénégal qui s'est qualifié ce matin pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de football. 2-1 face à la Suède. Après un long suspense, prolongation et but en or. Le héros du jour, c'est Henri Camara qui joue également en D1 à Sedan. Le Sénégal avait pourtant mal démarré, mais les joueurs ont pu se ressaisir et vous allez le voir, ils n'ont pas résisté à quelques pas de danse. Manuel Tissier. Une vraie surprise partie. Derrière le Sénégal, toute l'Afrique danse ce soir. Les Suédois avaient maté l'Angleterre et l'Argentine. Ils n'ont pas pu dompter les Lions de la Teranga. Pourtant, la Suède ouvre le bal. Une tête de Larsson après 11 minutes de jeu. Le gardien est un peu court, 1-0. Tous les titulaires sénégalais jouent dans le championnat de France. La chaleur du Japon ne les avantage donc pas forcément. Leur atout-maître s'appelle Diouf. Tel un moustique, il pique la défense suédoise à coups de dribble chaloupé. Mais c'est Camara qui va trouver la cible, Henri de son prénom. Il part à droite et tire à gauche. Juste avant la mi-temps, le Sénégal égalise. En seconde période, le gardien remplaçant de Monaco, Tony Silva, résiste. La première prolongation du mondial se prépare. Suspense et tension. Sur cette action somptueuse, les Suédois auraient mérité mieux. Mais cette année, les poteaux ont un faible pour le Sénégal. Camara, encore lui, offre le but en or à son pays et à son entraîneur français Bruno Metsu. Quart de finale samedi prochain contre le Japon ou la Turquie. Et à Dakar, le président Wade, accompagné de son épouse Viviane, a rejoint l'immense foule qui a aussitôt envahi les rues de la capitale. Tout le pays a voulu acclamer les Lions de la Teranga, surnom de la sélection sénégalaise. Et pour le président, le Sénégal aujourd'hui remplace la France dans le cœur de tous les supporters français. Écoutez-le. Vous savez, quand la France a été éliminée, des banquiers, des hommes d'affaires qui soutenaient l'équipe française ont contacté mon ambassadeur à Paris pour dire que maintenant que la France est éliminée, ils vont sponsoriser les Lions du Sénégal. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, juste retour des choses et scènes de liesse dans la capitale, Dakar, avec nos envoyés spéciaux Claude Sampère et Patrick Desmully. Le Sénégal en liesse pour une journée historique. Une foule considérable dans les rues de Dakar pour célébrer la victoire des Lions face à la Suède. À 6h30 ce matin, les rues étaient désertes. On suit le match en famille avec les amis et les voisins. Un match qui va plutôt mal commencer. À la 11e minute, but de la Suède. Le silence est terrible. Mais juste avant la mi-temps, le Sénégal va égaliser. En ville, dans les boutiques, dans les cafés et au marché, on retient son souffle. La tension est incroyable, jusqu'au but final qui va qualifier le Sénégal. En quelques secondes, les rues du centre-ville sont envahies. La fête est immense, à la hauteur de l'événement. Je suis très heureuse, je ne sais même plus ce que je dois dire. Je suis très heureuse, franchement, je suis très heureuse. Je suis émue. Après ce nouvel exploit, les Lions du Sénégal rêvent maintenant de finale. Un rêve partagé par tout un peuple, un rêve partagé par tout un continent, l'Afrique. Et puis l'Espagne s'est qualifiée elle aussi en battant l'Irlande au tir au but pendant le temps réglementaire. Chaque équipe a marqué un but. Morientes a ouvert le score pour les Espagnols. Égalisation sur pénalty à la dernière minute du temps réglementaire par l'Irlandais Robbie Keane. Et finalement, c'est Mendieta qui envoie l'Espagne en quart de finale après le 5e dernier tir au but. Voilà, vous venez de le voir. En France, le second tour des élections législatives a suscité moins de civisme que le premier. On vient de le voir avec un taux d'abstention record. Exemple, dans un département, l'Hérault, où Carole Cuello est allée voir si tout le monde n'était pas allé uniquement à la plage. Plus de 30 degrés à l'ombre. L'eau est bonne, des conditions peu favorables pour se rendre aux urnes. Est-ce que vous avez été voté? Non. Pourquoi? Je ne sais rien, j'ai oublié. J'ai même pas pensé. J'ai été voté. C'est important pour vous? Ah ben oui, quand même. C'est important pour tous les Français. À quelques mètres de la plage, la mairie de Palavas-les-Flots.
16h30, l'heure d'affluence. 16,72. À voter. Pourquoi vous venez d'abord voter maintenant? Parce que je finis de travailler, donc je viens voter après avoir travaillé. J'ai regardé la Coupe du Monde et que le foot, ça passe avant les élections pour moi. Mais vous votez quand même? Bah ouais, je fais les deux quoi en fait. Bon. Je m'intéresse plus aux présidentielles qu'à celle-là. À Palavas, dimanche dernier, le taux d'abstention était plus faible qu'au niveau national. Sur la journée, on a observé quand même quelques périodes creuses. Il y a eu un petit trou aux alentours de 14-16 heures, et maintenant ça repart assez fort comme ce matin. Actuellement, il est encore possible de profiter de la plage. Les bureaux de vote de Palavas ne ferment qu'à 20 heures. Et à l'Assemblée nationale, tout est prêt pour accueillir dès demain les 577 députés. Il y aura bien sûr les habitués qui retrouvent leur siège, mais aussi les nouveaux venus. Pour eux, visite guidée et remise des documents indispensables. Reportage Alix Bouillaguet. Pour certains, ce sont des premiers pas. Pour d'autres, un retour en terrain familier. Une fois élus, les 577 députés viendront ici, à l'Assemblée nationale, prendre leur marque. À chaque fois, le même parcours. Après avoir rempli les formalités administratives, les parlementaires reçoivent une mallette, à l'intérieur, le nécessaire du parfait député. Oui, c'est l'écharpe du parlementaire. Alors là, voilà. Pour parfaire la panoplie, le règlement de l'Assemblée nationale et aussi ce badge, un baromètre, symbole des parlementaires. Pour accueillir chaque député, un huissier, c'est lui qui va devoir notamment guider les nouveaux venus. Comment vous allez faire pour reconnaître tous les nouveaux députés? Écoutez, on va essayer, justement, on est là pour les accueillir. Ça nous permet de prendre un premier contact et de pouvoir essayer, tenter de les mémoriser. Direction l'hémicycle, mais pas question de s'asseoir tout de suite à son siège. Les places ne seront attribuées que dans 10 jours. Les places sont, contrairement à ce que les gens extérieurs à la maison peuvent penser, elles ne sont pas hyper confortables. Non, je veux ça, oui. Oui, vous savez, quand vous avez 3 personnes qui sont, disons, de constitution assez robuste, ça fait jeune. La grande rentrée des députés, elle aura lieu le 25 juin, tous réunis pour une première séance publique avec en point d'orgue l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et dès lundi soir, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin devrait réunir tous les députés UMP pour un dîner à la Maison de la Chimie à Paris. Il pourrait dès mardi annoncer la composition de son deuxième gouvernement avec 5 ou 6 nouveaux venus. Dans le courant de la semaine, les députés devront choisir leur chef de file. Côté UMP, le président du groupe devrait être élu dès mercredi. Il pourrait venir, selon certaines rumeurs, des rangs de l'UDF. Côté PS, il pourrait y avoir 2 candidats. Reste une grande incertitude. Les communistes auront-ils suffisamment de députés pour pouvoir créer un groupe autonome, c'est-à-dire avoir au moins 20 députés. Sur France 2, tous les résultats sur Internet, www.france2.fr tout au long de la soirée, mais aussi en direct par téléphone en appelant au 08 92 68 15 11. Vous obtiendrez les résultats circonscription par circonscription en direct grâce à notre serveur informatique. Futur dossier à régler pour le gouvernement, la colère des pédiatres. Après les généralistes, ils demandent à leur tour une augmentation du prix de la consultation à 30 €. Les pédiatres sont de moins en moins nombreux, moins de 3000, et ils sont près de 130 à prendre leur retraite chaque année. Demain, ils cesseront leurs activités. Seules les urgences seront assurées à l'hôpital. Reportage Juliette Morin. Allez, à toi. Visite de routine pour Hugo au cabinet du docteur Clavry. Une visite importante pour le pédiatre qui doit surveiller le bon développement de l'enfant. Combien de temps vous passez avec chaque enfant comme ça en consultation? Globalement, une demi-heure, une fois, avec les actes administratifs qui se rattachent à la consultation. Qu'est-ce qui vous arrive? Il a pleuré toute cette nuit, donc je ne sais pas trop, froid chaud, puis ce matin il a beaucoup pleuré. Une demi-heure par patient, c'est bien un problème de temps auquel sont confrontés les pédiatres. Trop de travail, trop peu payé, leurs honoraires sont bloqués depuis 7 ans. Le revenu d'un pédiatre est entre 25 et 30% au-dessous de celui d'un généraliste. Bon, et l'assurance maladie ne veut strictement rien faire. Elle nous a proposé, certes, il y a 48 heures, une revalorisation peut-être de 0,80 €.
Voilà, ça fait 23, madame, s'il vous plaît. À 23 € la consultation, les pédiatres estiment qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils réclament une revalorisation conséquente et puisque l'assurance maladie n'est pas prête à leur accorder, ils augmenteront eux-mêmes leurs tarifs. Dès mardi, la consultation passera à 30 €. À Rome, c'était aujourd'hui la cérémonie de canonisation de Padre Pio, ce moine capucin décédé en 1968. Il aura pendant une longue partie de sa vie porté les stigmates du Christ et réalisé, selon des milliers de fidèles, de nombreux miracles. Sur place, reportage Isabelle Stess. Ce n'est pas la chaleur caniculaire qui aurait pu dissuader plusieurs centaines de milliers de fervents catholiques. Ils sont donc venus dès l'aube, place Saint-Pierre, exprimer leur dévotion à Padre Pio. Ici, le moine capucin est vénéré autant que le pape, car c'est un saint, faiseur de multiples miracles, que la foule invoque dans ses prières. C'est un saint pour nous. Tu le pries et il te donne. Padre Pio a fait un miracle pour moi. Il est plus haut que tous les autres près de Dieu. Padre Pio représente la passion du Christ vivant qui s'est réincarné. Alors qu'il était jeune séminariste, Jean-Paul II a été confessé par Padre Pio. Le moine aurait même guéri une grande amie polonaise du pape. Mais le miracle de la canonisation, c'est ce jeune garçon sauvé récemment d'une méningite foudroyante après que sa mère ait prié Padre Pio. Une reconnaissance de l'Église qui fut autrefois hostile à ce capucin, accusé d'être possédé par le démon et qui pendant 50 ans porta les stigmates du Christ. Lui-même souffrait de cela, il avait demandé au Seigneur de lui enlever cela. Mais les gens avaient besoin, le Seigneur avait besoin de ça probablement pour, je dirais, pour attirer les gens. Les fidèles avaient fait de Padre Pio un saint de son vivant. Le pape consacre aujourd'hui une popularité hors du commun. En Israël, le ministre de la Défense, Benjamin Ben Eliezer, a lancé aujourd'hui les travaux de construction d'une clôture de sécurité qui isolera totalement la Cisjordanie. Un premier tronçon de 110 km rendra hermétique une partie de la frontière pour décourager, selon les dirigeants israéliens, les attentats suicides palestiniens. Cette initiative lancée par Ariel Sharon, le Premier ministre israélien, suscite bien des critiques, y compris dans son pays. Hier à Amiens, dans une cité HLM, une femme d'une quarantaine d'années a été très grièvement blessée dans un ascenseur. Pour une raison inconnue, la cabine s'est remise à descendre au moment où elle tentait de sortir. Elle s'est donc retrouvée coincée entre la cabine et la paroi. Son état est jugé très sérieux. Le pronostic vital est réservé. Émotion dans la cité, comme nous le montre ce reportage d'Aurélia Guillemin et Philippe Mugerin. À chaque coin de rue, à chaque rencontre, le même discours. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'intervention assez rapide pour entretenir les vous savez aussi qu'il y a Depuis hier, Jean-Claude Auger, le maire du quartier, ne compte plus les injonctions des habitants. Si on avait pensé un seul instant qu'un tel accident pourrait arriver, on aurait pris les mesures, on aurait demandé à l'organisme bailleur de prendre les mesures. Et malheureusement, eh bien, c'est arrivé et le drame est là, quoi. Le drame, à cause de cet ascenseur qu'ils sont pourtant des centaines à utiliser chaque jour. Hier, comme tous les matins, Roxane et Alexandre sont passés par là, une fois de trop. J'étais à l'intérieur, j'ai failli la rattraper, j'ai pas eu le temps tellement l'ascenseur était vite. J'étais là sans pouvoir rien faire, là, pour la débloquer quoi que ce soit, parce que l'ascenseur à l'intérieur, il n'y a rien, les systèmes de sécurité ne fonctionnaient pas du tout, rien du tout. Ouais. Ça aurait pu arriver à un enfant, à n'importe qui. Nous, on était juste derrière, ça aurait pu être nous. Tout à fait. Ce soir, une femme de 42 ans est toujours entre la vie et la mort au CHU d'Amiens. Sur les lieux de l'accident, tous les ascenseurs ont été mis à l'arrêt en attendant le passage des experts à partir de demain. La SNCF passe à la saison d'été pour faire face à une affluence qui s'annonce record. 52 rames duplex supplémentaires sont mises en service sur tout le réseau TGV. Côté mauvaise nouvelle, un coup de pouce au prix des places sur le TGV Méditerranée qui augmente de 4,4%. Côté bonne nouvelle, davantage de voitures non fumeurs et des voitures sans téléphone portable sur le TGV Atlantique. Vincent Fourcade, Niméraïne. Nous vous informons que la voiture numéro 13 est désormais une voiture silence. À bord de ce TGV Atlantique, la voiture 13 ne fait donc plus le bonheur des amateurs de conversations téléphoniques. Depuis ce matin, une voiture par rame leur est interdite. Pour nombre de voyageurs de première classe, c'est désormais l'assurance de voyager plus tranquillement. Je trouve que c'est gênant pour les autres, il faudrait qu'ils s'isolent un peu. Ce qui est dommage, c'est que ce soit la SNCF qui soit obligée de prendre ces mesures-là, parce que si on a un peu d'éducation, on essaye de ne pas mettre la sonnerie trop fort pour ne pas déranger et de ne pas parler trop fort.
Si en première classe, le téléphone s'efface peu à peu, la voiture fumeur, elle, a tout bonnement disparu. Il n'y en a désormais plus qu'une, elle est en seconde classe et là, chez les fumeurs, l'inquiétude monte. Au moins qu'il en reste un, qu'on puisse fumer, que chacun puisse, les libertés de chacun puissent être respectées. Il y aura ainsi chaque mois 25 000 places non-fumeurs supplémentaires, à la plus grande joie de 80% des passagers amateurs de nicotine qui disent préférer réserver dans une voiture sans tabac. Et pour terminer les 24 heures du Mans avec le triplé historique pour Audi, victoire de l'équipe numéro 1 composée de l'Allemand Frank Biela, du Danois Tom Christensen et de l'Italien Emmanuel Pirot. Une fois la ligne franchie, des milliers de supporters, vous le voyez, ont envahi les pistes du circuit. Voilà, belle victoire, belle ambiance, David. Merci Françoise. Retour à cette soirée électorale dans un instant avec, rappelons-le, d'abord une abstention record. On verra le dernier chiffre affiné dans un instant.